Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la physiologie articulaire du coude. Pour ce chapitre, nous ne parlerons que de la flexion-extension, étant donné que la radio ulnaire proximale marche avec la radio ulnaire distale. Donc les mouvements de pronosupination ne seront abordés que dans le chapitre de la physiologie articulaire du poignet. On commence par une vue supérieure afin de situer les muscles moteurs des articulations du coude. Donc la flexion-extension, comme toutes les articulations, se déroule dans un plan sagittal, donc antéro-postérieur, selon un axe horizontal. Donc ici l'olecrâne, avec les surfaces articulaires l'incisure trochléaire, avec la gorge sagittale, la crête sagittale, pardon. Ici, la fovea et le biseau de la tête radiale. Donc ici, nous avons les deux articulations du coude. Eh bien, l'axe de flexion-extension, l'axe horizontal, il va passer par le centre de l'articulation du coude. Les tendons qui passent en avant de cet axe seront fléchisseurs, les muscles en arrière seront extenseurs. Parmi les fléchisseurs, on a le muscle brachioradial qui part de l'épiphyse distale de l'humérus et qui termine sur celle du radius. On va avoir le biceps brachial qui va terminer juste en dessous sur la tubérosité radiale, juste en dessous de ce schéma et non pas l'épiphyse distale du radius. On a le brachial antérieur qui, pareil, ne termine pas loin, va terminer sur le coronoïde au niveau du tubercule du brachial. Et alors le rond pronateur va avoir une action, une composante légère de flexion, donc on le met. Au niveau des extenseurs, ce sont les tendons qui passent en arrière de l'axe. On en a un principal qui est énorme, hyper important, qui s'appelle le triceps brachial, qui termine au niveau de l'olecrâne et qui a un bras de levier assez important. Bien qu'il soit beaucoup plus important chez les singes, étant donné que l'olecrâne est légèrement surélevé. Vous avez ici le muscle enconé, qui a surtout pour vocation de maintenir le coude en rectitude, en extension complète. Maintenant qu'on a décrit les muscles moteurs, on va décrire le mouvement. Alors, on va faire une vue antérieure. Alors, allez, on va rester avec ça. On tente. Ici l'humérus, avec la surface articulaire comme ça qui est déjetée vers l'avant. En arrière, l'ulna. En arrière, en dedans, pardon. Et ici, on a la tête radiale qui fait suite à la surface articulaire. Que font donc les os de l'avant-bras lors de la flexion? Ils font ce qu'on appelle une translation circonférentielle. Ils vont glisser vers le haut le long des surfaces convexes de l'humérus. Lors du mouvement de flexion, l'ulna va faire un léger mouvement de rotation externe, environ 5 à 10 degrés. On va avoir entre 150 et 160 degrés d'amplitude, la trochlée humérale ayant un rayon de courbure quasiment à 360 degrés. Donc on va avoir la clé ulnaire qui va vraiment coulisser jusqu'à 150 degrés environ, donc c'est quand même une amplitude non négligeable. Le radius va faire une légère rotation et également une légère ascension de la tête radiale. Donc on va avoir en flexion un contact huméro-radial
alors qu'en extension, on ne l'a pas du tout. Les facteurs limitants vont être notamment la rencontre des masses charnues, notamment bicipitales, avec les os de l'avant-bras. Et également la mise en tension des éléments postérieurs, notamment les muscles extenseurs. L'extension, en revanche, elle est extrêmement minoritaire. Donc vous avez, si je le fais devant la caméra, vous avez ça en extension. Selon la laxité articulaire, vous avez entre 5 et 10 degrés d'extension. Certains parlent plus d'un retour de flexion, mais ce n'est pas le mouvement d'extension à proprement parler. La limite, ça va être notamment l'olécrâne qui va buter dans la fosse olécrânienne et également la mise en tension des éléments antérieurs. On va poser un peu le stylo et parler un petit peu du coup de la fonction du coude. Donc on avait dit qu'il avait pour but de régler la longueur du membre supérieur, alors que l'épaule avait plutôt vocation à orienter le membre supérieur dans l'espace. Vous pouvez avoir des mouvements de force qui vont consister en des tractions et des poussées. Dans ce cas-là, le coude est au service de l'épaule. Donc vous aurez, par exemple, pour faire une traction, l'extension du coude avec de la pronation, qui sera notamment associée avec de la flexion d'épaule. Si ce mouvement est répété, il peut notamment léser le nerf radial qui passe en arrière, notamment si vous avez une flexion de gléno-humérale associée. Vous pouvez irriter le nerf ulnaire dans son sillon face postérieure de l'humérus ou bien dans l'arcade de Frost entre les deux chefs du supinateur. Ça, ce sont les mouvements de force. Le coude peut également être au service de la main et va plutôt faire des mouvements de finesse. C'est la raison pour laquelle les tendons, ici au niveau des épicondyles, vont être au service du poignet. Ils ont un bras de levier très faible sur le coude, mais en revanche au niveau du poignet, ils vont avoir une amplitude, une implication beaucoup plus importante. Ils vont permettre à la main de faire des mouvements de finesse et notamment d'attraper des objets qui sont à proximité. Donc d'une part, il peut participer au réglage de la longueur, d'autre part, il peut faire des mouvements de force, et enfin, il peut faire des mouvements de finesse au service de la main. Quelle merveilleuse articulation. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.